vais vous parler des chèvres et notamment comment elles sont arrivées en Méditerranée. Et pour ça, je vais donc vous parler de paléogénétique. Alors avant de commencer, juste une petite illustration donc avec une chèvre telle que vous les connaissez actuellement. Et ça, c'est un dessin qui a été pris sur une poterie en fait, qui a plus de 5000 ans. Et en fait, c'est une succession de différents dessins. Et vous voyez que quand on les fait se succéder, ça fait une petite animation. C'était juste pour vous illustrer ça. Donc ça, c'est à partir d'un dessin d'une chèvre sauvage sur une poterie qui a plus de 5000 ans. Donc avant de commencer, je vais juste faire des rappels concernant l'ADN, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de génétique et donc d'ADN. Et donc vous rappelez que le corps humain est composé de cellules, et dans chaque cellule il va y avoir un noyau. Dans ce noyau en fait on a des chromosomes, et ces chromosomes sont constitués de la molécule d'ADN. Alors dans une cellule c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque effectivement on va trouver un noyau qui va donner en fait ce qu'on appelle le génome nucléaire, donc qui va coder pour tous les gènes qui vont être utiles pour le développement et votre corps. Mais on a également un certain nombre de petits génomes qu'on appelle les génomes mitochondriaux. Vous voyez, c'est les petites organites qui sont présentes là, qui a un génome beaucoup plus petit et qui est utile en fait pour la machinerie énergétique de la cellule. Donc c'est essentiellement de ce type de génome, le génome mitochondrial, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors l'ADN, la double hélice, elle est formée de 4 bases qu'on appelle adénine, thymine, guanine et cytosine. Et cet ADN, une fois transcrit en ARN, va donner les protéines qui vont donc être utilisées pour le fonctionnement de tout être vivant. Alors concernant comment ça se passe pour la descendance et comment se transfère l'information génétique. Alors ici est représentée une femelle et un mâle. Donc dans chaque cellule, on a dit, il va y avoir un génome nucléaire, donc ils sont représentés ici par les chromosomes en vert, et un génome mitochondrial. Alors dans le cas pour la descendance, pour le génome nucléaire, en fait on va avoir une copie du génome maternel, une copie du génome paternel, donc ça va être mélangé. Par contre, concernant les mitochondries, en fait, on va avoir une descendance qui va être uniquement maternelle. Donc, les enfants vont récupérer l'ADN mitochondrial de la mère. Donc ça permet de retracer, en fait, les lignées maternelles. On parle aussi d'Ève mitochondriale pour remonter l'origine. Et on a l'équivalent, en fait, chez les mâles avec le chromosome Y chez les mammifères, où là, on va tracer en fait l'évolution des lignées paternelles. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement au génome mitochondrial et donc à l'histoire des lignées maternelles, en prenant donc les exemples particuliers de la chèvre. Mais avant ça, je vais faire quelques petits rappels, donner quelques explications sur ce qu'est la paléogénétique. Alors la paléogénétique, c'est une discipline qui est relativement récente, qui date du début des années 90 et qui permet en fait l'étude de restes anciens, on va voir un peu ce que c'est ce type de restes, par le biais de la génétique, c'est-à-dire aller chercher de l'ADN, des molécules d'ADN dans ces restes anciens. Alors sont illustrés ici les 3 exemples qui ont été utilisés dès le début de cette discipline. Pourquoi on a cherché en fait à récupérer cet ADN? Eh bien, on s'est intéressé à cet ADN, sur ces substrats anciens, d'abord pour résoudre des questions historiques, par exemple sur des civilisations disparues, comme celle des Égyptiens avec les pharaons, mais également pour s'intéresser à des espèces qui étaient en voie d'extinction, ou qui s'étaient éteintes relativement récemment. Ici, c'est le cas du quagga, en fait, qui est une espèce de croisement entre un zèbre et un cheval. Ou encore avec une espèce un peu particulière, ici c'est un ours des cavernes qui a disparu il y a à peu près 10 000 ans. Donc ça c'est un peu les espèces emblématiques du début de la discipline, du début de la paléogénétique.
Alors, à partir de quel matériel on peut travailler et récupérer cet ADN? En fait, on va distinguer deux types d'échantillons. Alors, le premier type d'échantillon, c'est pour des échelles de temps relativement courtes, donc relativement récents. On peut par exemple s'intéresser à des animaux qui sont naturalisés. Donc c'est le cas ici du dodo, donc qui est une espèce qui a disparu, et qu'on retrouve notamment dans les collections de musées. Donc il y a d'autres exemples de ce type d'espèces. On peut retrouver ce type d'échantillon dans des momies artificielles, donc comme les momies égyptiennes, ou naturelles, par exemple avec des individus, par exemple des mammouths qui sont conservés dans des environnements très particuliers, très froids, qui ont permis de conserver leur structure intégrale. Donc là, ce qui caractérise ce type d'échantillon, c'est une bonne conservation morphologique, mais c'est un échantillonnage qui est assez rare. On a peu d'individus en fait à disposition. Le matériel en fait sur lequel on travaille le plus, c'est du matériel qui permet d'aller travailler à des échelles de temps beaucoup plus grandes. Et en général, ce sont des types d'ossements, des dents ou alors même des fossiles. Donc ils sont illustrés ici par exemple un tigre à dents de sabre qui a disparu un peu en même temps que l'ours des cavernes il y a environ 10 000 ans. Donc dans ce cas-là, en fait, les conditions de conservation sont un peu moins strictes, c'est-à-dire généralement on ne trouve pas un individu entier, mais on trouve quelques petits bouts d'os. Ils sont donc plus dispersés, y compris au niveau géographique, on a accès à beaucoup plus de collections, et ce sont ceux qu'on trouve le plus fréquemment.